Pour la 5e édition des Nuits de la Lecture, le ministère de la Culture et Sciences Action Normandie vous propose d'écouter les comédiens Adèle Ravinsky et Arthur Gaudin vous lire des passages d'ouvrages de culture scientifique. Chut. Découvrez un extrait de La science fait son cinéma de Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer. Le scénario du remarquable film Premier Contact de Denis Villeneuve est adapté d'une nouvelle de science-fiction de l'auteur américain Ted Chiang, intitulée L'histoire de ta vie. L'héroïne est une linguiste, Louise Banks, parlant à sa fille de ses tentatives de communication avec des extraterrestres venus visiter notre planète. Dans l'impossibilité d'établir une communication verbale avec des êtres non humanoïdes, Pour une fois, oui, elle s'attache à comprendre leur langue écrite à l'aide du physicien Gary Donnelly. rebaptisée Yann dans le film. Cette écriture se présente sous forme de glyphes circulaires au tracé complexe. Ses progrès sont difficiles, mais elle comprend néanmoins que cette écriture trahit un rapport au temps très différent du nôtre. Une histoire riche, en somme, aux implications multiples que nous allons aborder ici. Avant de rencontrer personnellement les extraterrestres et d'interagir avec eux, la linguiste Louise Banks est contactée secrètement par le colonel Weber afin de décrypter un enregistrement sonore. Après avoir écouté attentivement cette bande-son, la linguiste s'étonne. Il me paraît clair que leur appareil phonatoire diffère du nôtre. Je suppose qu'ils ne ressemblent pas aux humains. Cette réponse, qui est en fait une question, est intéressante car elle montre que Louise Banks, avant même d'observer les extraterrestres, tente d'abord de reconstruire leur morphologie d'après les sons qu'ils produisent. En ce sens, sa démarche ressemble à celle des paléontologues qui tentent de reconstruire une espèce disparue à partir de fossiles, souvent fragmentaires. Stégocéphale ou dinosaure, par exemple. La méthode des paléontologues nous aide alors à comprendre le raisonnement de la linguiste. Pour reconstituer la totalité d'un animal à partir de quelques restes, il se base sur le principe d'anatomie comparée. Autrefois nommé loi de corrélation des formes par Georges Cuvier, ce principe stipule que les éléments du squelette et les organes sont intimement liés entre eux et que la découverte d'un élément isolé peut permettre, par raisonnement en cascade, d'en déduire la forme globale de l'animal. Ainsi, une grosse dent fossile, broyeuse et plate, a de bonnes chances d'appartenir à un grand herbivore, soit quadrupède si elle présente des crêtes sur sa surface, Un mammouth, par exemple. soit bipède si elle possède plutôt des crénelures. Par exemple, un iguanodon. L'identité de la bête se précise alors en comparant sa dent avec autant de dents fossiles que possible. Et si l'élément en question ne ressemble à aucun autre connu, ni dans un muséum, ni dans aucune autre base de données, le paléontologue peut alors ajouter une nouvelle espèce à celle déjà connue. Dans sa démarche, Louise Banks a clairement conscience des relations existant entre langage et morphologie, puisqu'un langage oral, une communication sonore, n'est finalement qu'une modulation du souffle. Un langage articulé implique un appareil faisant varier les sons, comme un larynx, mais pas forcément d'oreille pour le capter. De nombreux animaux nous enseignent que les ondes sonores peuvent être détectées directement par une autre partie du corps, comme le ventre, dans le cas des serpents, ou les pattes, dans le cas des criquets par exemple. Chez certains mammifères terrestres, la taille de l'organisme semble déterminer la fréquence des sons émis. Ainsi, les éléphants communiquent dans les basses, voire les infrasons, et les petits rongeurs plutôt dans les aigus, voire les ultrasons. Cependant, cette relation varie en fonction du milieu qui véhicule les ondes sonores. La chose est en effet différente dans l'eau liquide, où les baleines chantent plutôt dans les aigus, tout en émettant des infrasons pour communiquer à grande distance. La question se pose donc pour des extraterrestres dont la planète a sans doute une atmosphère différente de la nôtre. Consciente des limites de sa méthode, Louise Banks préfère donc imaginer ce à quoi les heptapodes ne ressemblent pas. Il va être difficile de communiquer avec eux du fait même de la différence anatomique avec notre espèce. Une fois le contact établi, le lien entre langage et anatomie est aussi présent à l'esprit du physicien Gary.
Ils lisent un mot avec autant de facilité quelle que soit sa rotation. Je me demande si ça vient de la symétrie radiale de leur corps. Comme leur corps n'a pas de direction fixe dans laquelle se déplacer, leur écriture n'en a peut-être pas non plus. Incontestablement, la morphologie des heptapodes déroute. Leur aspect tentaculaire et leur taille de plusieurs mètres en font des êtres plutôt inquiétants, à l'image du kraken des légendes scandinaves ou du Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. Il ressemble aussi à une version géante du facehugger, le stade de croissance ectoparasite du monstre Alien, avec cependant un bras ou un tentacule en plus. La haute taille des heptapodes suggère une masse de plusieurs tonnes, et donc une planète d'origine dont la gravité n'est pas trop forte, pour permettre un déplacement sur des tentacules qui semblent relativement frêles. Par ailleurs, ils évoluent dans une atmosphère très froide, comme nous le voyons à l'intérieur de leur vaisseau. À l'instar de la plupart des organismes très actifs, les heptapodes pourraient donc être endothermes, c'est-à-dire capables de maintenir une température interne supérieure à celle de l'extérieur. Afin de vérifier cette hypothèse, on peut regretter que, dans le film, l'équipe chargée du premier contact n'ait pas emporté une caméra thermique capable de capter le rayonnement infrarouge. En plus de leurs 7 tentacules, le film montre clairement que l'extrémité de chaque bras est munie de 7 doigts. Symétriques et pointus, ces doigts forment tantôt une pince robuste lorsqu'ils sont ouverts, tantôt un pic rigide lorsqu'ils sont fermés. La main des heptapodes s'ouvre comme une fleur, avec, nous le voyons lorsqu'elle se colle à la paroi transparente qui les sépare des humains, des doigts adhésifs et disposés en étoile, un peu comme les tentacules des anémones de mer ou les bras des crinoïdes. De plus, les heptapodes parlent avec leurs mains, en projetant une sorte d'encre noire vaporeuse qui adopte la forme voulue en fonction du message. Cela évoque irrésistiblement l'encre de sèche, plutôt utilisée pour se dissimuler. Décidément, les heptapodes posent de véritables casse-têtes aux systématiciens. Finalement, peu importe qui sont ces mystérieux heptapodes et à quel groupe réel les rattacher, ces extraterrestres sont avant tout un reflet de nous-mêmes. Ted Chiang en fait des êtres sensibles, maîtrisant une technologie qui dépasse l'entendement humain, mais surtout suffisamment intelligents pour se rendre compte que, finalement, l'humanité n'est guère fréquentable. En vérité, j'aurais aimé que les heptapodes nous donnent un cours d'exobiologie, comme durant les 2 échanges précédents. Il en ressortait que les humains avaient plus en commun avec les heptapodes que toutes les espèces que ces derniers avaient pu rencontrer. Je ne tenais guère à ce que les heptapodes nous offrent de nouvelles technologies, car je refusais de voir ce que nos gouvernements en feraient. Exotique, déroutant, intrigant, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ces drôles d'extraterrestres, mais leur langage écrit est sans doute le trait le plus étonnant.